Bonjour à tous et à toutes. Alors, un quart d'heure pour vous parler de ce personnage que je serai. Alors, je ne suis pas un personnage, je suis un véritable être humain, voilà, du genre féminin, parfaitement assumé. Comment expliquer? J'ai entendu les excellentes exposés qui ont été faits à l'instant. Et en effet, avec Anne Brézillon, nous échangeons, ça renvoyait à certaines choses, et peut-être pour les femmes de la génération à laquelle j'appartiens. Parce que je vais commencer tout de suite par un point positif, c'est que nous observons au niveau des responsabilités que nous pouvons exercer, des évolutions, véritablement dans les comportements, dans les générations les plus jeunes. Et ça, c'est vraiment un point positif. Donc, je ne voudrais pas tenir un propos pour vous rappeler ce que furent mes barricades, pas que les miennes, puisqu'on les partageait. On voit aujourd'hui véritablement, plus que l'émergence, l'entrée en application de choses tout à fait positives et beaucoup moins genrées. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut soulever. Ça doit devenir également, je dirais, la nouvelle base de réflexion. Donc, il faut intégrer cela. Et nous le voyons beaucoup dans l'organisation du travail. Moi, je parlerai de ce que je connais mieux, c'est-à-dire de ma profession. Non pas parce qu'elle est au-dessus des autres, mais c'est quand même celle que j'observe le plus. Et chez mes confrères, hommes et femmes, garçons et filles, nous voyons des garçons qui aujourd'hui décident de partir plus tôt du cabinet parce qu'ils vont chercher les enfants à la crèche, et c'est vécu véritablement comme quelque chose de naturel, en tout cas dans notre pays latin, puisque nous savons, et nous pouvons le comparer en particulier avec l'Allemagne, il n'y a pas du tout ce comportement-là. Les femmes en Allemagne, les avocates, il y a beaucoup moins d'avocates en Allemagne qu'il y en a en France, puisque nous c'est très féminisé, et lorsqu'elles existent, elles vont beaucoup moins encore vers des responsabilités, car la place de la femme, eh bien, elle est encore aujourd'hui beaucoup plus au foyer. Voilà. Donc ça, je crois que cette petite chose doit être dite. Alors tout ce qui a été dit est rigoureusement exact. Aujourd'hui, dans notre profession, je parle sous le contrôle de Dominique, par exemple pour le barreau de Bordeaux, nous avons eu les chiffres hier soir, il y a 62% de femmes inscrites au barreau de Bordeaux, donc une très forte féminisation. Ce que l'on observe, c'est que je reste encore à ce jour la seule femme du barreau de Bordeaux à m'être présentée à la fonction de bâtonnier. Il n'y en a jamais eu d'autres en l'espace de 550 et quelques années. Et je l'ai été il y a déjà quelques temps, puisque mon élection c'était en 2012, donc ça fait 6 ans, et que je ne vois toujours pas de femme au barreau se présenter à cette fonction. Et là, je dois le dire, ça m'interpelle. Je me qualifie bien volontiers de féministe, je l'étais quand j'étais jeune, ça a fait certainement partie de l'ADN que je me suis construit entre l'inné et l'acquis, on ne sait pas trop. Je ne pensais pas que cela devrait être poursuivi, je reprends bien volontiers ce flambeau, avec ces nouvelles dispositions, et ça a été dit tout à l'heure, les dispositions légales de la parité, mais je pense qu'il est indispensable. Là, il y a véritablement, je ne sais pas, Dominique, tu en diras 2 mots, on se connaît bien. Si je peux être un modèle, si je peux être un personnage, alors si ça sert à cette cause, alors j'assume complètement, mais pas dans ma vie de tous les jours. Quand je vois ma tête dans la glace le matin, je suis pas un personnage, je suis vraiment moi-même, et une dame qui va très très vite vers ses 60 ans et qui le sent en se levant. Voilà, donc ça c'est un point important. Alors on évoquait les rémunérations. Nous observons que la rémunération des femmes avocats est de la moitié de la rémunération des hommes avocats. Ce chiffre n'évolue pas. C'est quand même véritablement un point important. Ça renvoie donc, mais je ne suis pas une scientifique, à ce qui a été expliqué tout à l'heure, la représentation, la valorisation de la prestation, même lorsqu'elle est identique et d'égale qualité, fournie par une femme alors qu'elle est fournie par un homme. J'observe que dans certains domaines du droit, les femmes sont moins présentes, et lorsqu'elles le sont, le montant des honoraires qu'elles facturent ou qu'elles réclament est inférieur à celui que leurs homologues, j'allais dire mâles, c'est un peu à l'anglo-saxonne, formulent, parce qu'elles savent
que si elles maintiennent ce montant de facturation, eh bien, elles ne seront pas rémunérées, voire même elles ne seront pas prises. Donc, il y a ce point-là. Alors, hier, on avait cet événement qui est à la rentrée de notre barreau, et notre bâtonnier, Jérôme Diroux, qui est un garçon, a eu l'intelligence d'inviter Caroline Grévaux, une ancienne consoeur et qui est aujourd'hui devenue comédienne, et qui a fait un petit stand-up sur cette information de jeunes avocats au barreau de Paris, véritablement diplôme légal, même promotion, sont recrutés, et le garçon va percevoir une rémunération de base de 2500 €, et sa consoeur, donc la même que lui, 2000 €, 500 € de différence. Alors on se dit que ces 500 € de différence pour quelque chose d'aussi petit, c'est peut-être pas tout à fait justifié. Voilà, le propos n'est peut-être pas très élégant, mais je pense que de temps en temps il faut faire de l'humour, mais pour pouvoir le dépasser. Alors le parcours qui a été le mien, très franchement je vais l'indiquer, mais j'ai pas eu l'impression d'accomplir un parcours. Ça doit remonter très certainement aussi à l'éducation que j'ai reçue. Moi je n'ai pas le souvenir, et je n'embellis pas, ou j'essaie de ne pas transformer l'éducation que j'ai reçue. J'ai été élevé, je pense que si j'avais été un garçon, j'aurais été élevé pareil. J'ai un père qui était à la retraite ingénieur, commissariat d'énergie atomique, une mère qui était mère au foyer, mais nous avions une famille plutôt, je peux le dire, plutôt intello, enfin bon, il faut l'assumer. Et moi j'ai poussé, voilà, tu feras des études ma fille, voilà. Alors c'est vrai que j'ai pas eu le discours tu seras une femme ma fille, mais tu seras un être humain tout simplement. J'ai fait mes études de droit à Bordeaux, je suis devenue avocate, je rêvais de devenir Gisèle Halimi, c'est évident, on a les modèles qu'on peut, voilà. Ou Simone Veil, mais elle était magistrat, mais je n'avais pas envie d'être magistrat. Et ensuite, j'avais hésité avec le journalisme en raison de Françoise Giroud aussi, parce que qui reste un de mes mentors, un de mes modèles. Et puis le parcours. Alors, je suis une femme engagée, oui, parce que mais depuis l'enfance, je n'ai jamais aimé rester assise à côté du radiateur. Voilà. Donc le parcours, la vie professionnelle, la vie familiale, et je le dis, l'immense chance d'avoir un enfant, ça a été peut-être un choix, et l'immense chance de ne jamais me poser de questions le soir j'ai jamais eu de problème de crèche, j'ai jamais eu de problème de nounou, puisque nous on vit véritablement en famille, et que ma fille était élevée, notre fille à mon mari et à moi, c'est vraiment notre fille, par mes parents. Voilà, donc ça a été une chance inouïe, j'en suis convaincue. Je ne me posais pas la question, je suis sortie du tribunal à 22h, je savais que ma fille avait pris son bain, était dans sa chambre, était couchée, elle avait eu droit à l'histoire. Alors de temps en temps, quand elle veut m'envoyer une vacherie, elle me dit, tu sais maman, jusqu'à l'âge de 5-6 ans, je pensais que c'était grand-mère, ma mère, et que toi tu étais ma grande sœur. Bon, ça c'est pour me tacler. Mais voilà. Et puis, est-ce que c'est une progression? J'en sais rien. Un investissement syndical, un investissement ordinal, tant sur le plan local que sur le plan national, et avec cette élection donc au bâtonnat. Bon, tout le monde, je crois que cette fois-ci. Voilà, alors j'arrête. Alors juste un petit message, parce que tout à l'heure vous m'avez un peu irrité, monsieur le professeur. Voilà. Donc, et c'est un euphémisme. Donc juste une chose, c'est de dire véritablement, et lorsqu'on entend certains propos, toujours dire aux femmes et aux plus jeunes, et les plus anciennes seront là pour le dire, osons, osons, osons. Merci. Alors donc je m'appelle Valérie, je suis commandant de l'armée de l'air. Donc contrairement à beaucoup d'entre vous, j'ai pas de problème de salaire parce que l'avantage chez les militaires c'est que on est payé à la fonction. Donc on a un indice et quel que soit le métier, le poste, c'est lié au grade. Donc j'ai le même salaire que mon mari, on va dire, qui lui aussi est commandant d'une unité. Sauf que moi, comme je suis personnel navigant, je prends plus de risques, donc je gagne un peu plus. Bon, alors, comme disait madame, il faut oser. Alors moi je suis rentrée dans l'armée de l'air, j'avais 18 ans. Je suis rentrée, j'ai poussé la porte d'un centre de recrutement et j'ai dit moi je vais faire pilote de chasse. Et j'ai eu la chance à ce moment-là d'avoir un vieux major. Donc dans les armées, le major c'est
un vieux personnage un peu bourru qui est très respecté. Et ben il m'a dit pourquoi pas. Alors ma mère était assez interloquée parce qu'elle m'a amenée là parce qu'elle savait que c'était ma passion, mais elle était un peu perturbée, on va dire. Et en fait c'était ça, pourquoi pas. Et c'est ce qu'il faut dire à toutes les jeunes femmes, c'est pourquoi pas nous. Après, ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. L'avantage d'un recrutement alors militaire, hein, c'est ce que je connais moi, c'est que nous sommes sélectionnés sur nos capacités, nos compétences. Le genre ne rentre pas en compte. Donc c'est-à-dire que certes, quand je suis rentrée, il y avait des quotas qui étaient juste liés au nombre de candidates. Donc en fait, on faisait des sélections qu'une seule fois dans l'année, et c'était lié au nombre de candidates. Désormais, il n'y en a plus. Et donc à partir de là, le nombre de femmes, de peu de femmes dans les escadrons n'est pas lié à la sélection, elle est liée aussi au nombre de candidates qui se présentent, parce que peu osent se présenter, osent dire je vais faire pilote de chasse. Personnellement, je suis navigateur, c'est la place arrière sur les avions de place. Mais voilà, il faut oser. Donc mon parcours, j'ai juste un bac scientifique, je suis rentrée avec un bac S, j'ai passé des sélections. Donc les sélections, il n'y a pas de nom en haut de la page, hein. On passe des tests psychotechniques, psychomoteurs, et on va au résultat. On est pris, on n'est pas pris, après on a des tests en vol. Donc c'est uniquement nos capacités intrinsèques. À aucun moment le genre n'intervient. Et à partir de là, on devient un membre d'une promotion. C'est-à-dire qu'on est avec des collègues masculins, on est 5, 6, 8. Et là, on part dans la machine et on avance. Et à aucun moment, on réfléchit que notre parcours est particulier. C'est-à-dire qu'on fait la même chose que nos collègues, qui font les mêmes vols que nous, qui ont les mêmes notes que nous. Et on progresse. On avance. Et c'est quand on a des personnes extérieures comme vous, nous font comprendre qu'on a peut-être un métier un peu particulier. Point de vue personnel, je suis mariée, j'ai 2 enfants, une fille qui a 14 ans, un enfant qui a 9 ans, donc tout est possible. Et durant ma carrière, j'ai eu l'avantage j'ai beaucoup volé sur les avions de Mirage 2000, qui sont des avions de la dissuasion nucléaire, qui sont très importants pour la France en général. J'ai participé à un conflit au niveau de la Libye, avec des missions de guerre de jour et de nuit pendant plus de 7-8 heures d'affilée, au-dessus d'un territoire hostile. Et en fait, c'est quand on est dans cette dynamique-là, on réfléchit plus comme une femme, on réfléchit comme un soldat. Donc en fait, on a les mêmes préoccupations que le collègue avec qui on partage l'avion, donc il est lui aussi marié avec des enfants. Et donc on a les mêmes préoccupations, et à partir de là, on n'a plus de... voilà, on est tous des soldats, et c'est ce qui nous permet d'avancer. Après, plus on avance dans la hiérarchie et dans le management d'équipe, parce qu'actuellement, je manage une équipe de 40 personnes, c'est nos sensibilités propres qui nous différencient, on va dire, homme-femme. C'est-à-dire qu'on ne gère pas une équipe de la même façon, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Mais le résultat, il est là. Et ce qu'on nous demande au-dessus, c'est juste le résultat. La façon dont on le gère, c'est personnel. La première pilote de chasse a presque fait plus de mal, je pense, au recrutement des femmes dans ce milieu-là, finalement. Alors, ça, c'est décidé depuis, mais Caroline Aigle était polytechnicienne, championne de monde de triathlon. C'était une femme exceptionnelle, hein, humainement adorable. Mais je pense que j'aurais pas été dans le circuit quand elle est arrivée en escadron, je serais jamais rentrée. Je n'aurais jamais osé. Donc en fait, à mettre en avant des femmes qui, au final, ont des caractéristiques presque des carrières un peu exceptionnelles, ça freine énormément les personnes en dessous. Donc au final, des témoignages comme le mien, entre guillemets, en disant que je suis rentrée, j'avais un bac. Bon, alors après, j'ai travaillé. Je confirme, on bossait. Mais on peut y arriver. Donc je pense qu'il faut aussi faire attention à quel type de personnage on met en avant pour promouvoir une filière. Merci. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais vous dire que je trouve le nom de votre club formidable. Parce qu'il y a le mot optimisme et que moi, ça a toujours été mon moteur dans la vie, l'optimisme et l'envie d'avancer, de faire des choses comme Anne.
Et je me suis retrouvée tout à fait dans tes propos de départ et sur cette idée qu'il fallait être vraiment optimiste. Il s'est passé beaucoup de choses pour la situation des femmes depuis une vingtaine, une trentaine d'années, et ça ne cesse d'évoluer tous les jours. Je pense que on est sur la bonne voie. Sur votre témoignage aussi, d'ailleurs, le prouve. Si on est toutes là, d'ailleurs, c'est la même chose. Alors, pour moi, je suis très pragmatique. Je ne suis pas du tout dans l'idée. Je n'ai jamais intégré le fait que j'étais une femme et qu'il fallait que je revendique quelque chose. Si vous voulez, pour moi, ça ne compte pas. Simplement, j'ai toujours été face à des situations. J'ai essayé de m'y adapter avec les avantages et les inconvénients d'être une femme, parce qu'il n'y a pas que des inconvénients. Et alors, pour vous expliquer au départ, j'étais dans une famille. Moi, je suis née 20 ans après mon frère et ma sœur. Il y a eu la guerre entre les deux. Mon père, quand j'avais 16 ans, j'ai voulu aller travailler un été en Angleterre. Il m'a dit, mais ma chérie, pourquoi tu veux bosser? Peut-être que ça peut être intéressant. Heureusement, j'avais une mère qui, elle, avait compris bien des choses et qui avait un tout autre discours. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que lui ne voyait pour moi qu'un avenir dans lequel, bon, d'accord, alors j'allais faire des études, mais surtout des études qui vont me permettre de pouvoir m'arrêter quand j'en aurai envie. Et au-delà de ça, il le faisait avec un tel amour et une telle gentillesse que ça ne m'a pas du tout gênée. C'est-à-dire que pour lui, qui avait connu la guerre, la captivité, etc., qui avait dû reconstruire, qui avait travaillé comme un fou, le bonheur qu'il pouvait donner à sa fille, c'était de ne pas travailler. Donc, tout à fait normal, si vous voulez. Et donc, j'ai commencé comme ça. J'étais prof pendant quelques années. D'abord, j'avais fait des études de langue parce que j'aimais voyager, je voulais partir, et donc c'était la première chose pour moi la plus simple. J'ai fait 7 ans d'enseignement dans des collèges. J'ai eu 3 enfants à la suite de ça. Je suis revenue m'installer en Médoc. J'ai eu 3 enfants et j'avoue que je ne supportais plus les enfants des autres en même temps que les miens. Donc il a fallu faire un choix. Et donc je me suis toujours adaptée. Si vous voulez, ça a été simple. En fait, toutes mes décisions ont été prises en fonction de circonstances. À la suite de ça, mon frère Jean-Michel Cazes a créé, au-delà de nos propriétés viticoles, un hôtel-restaurant qui s'appelle Corday-en-Bage, dans lequel il a créé une école du vin. Et j'avais été prof, il m'a dit, tu veux pas t'occuper de l'école du vin? Donc j'ai travaillé à l'époque avec Pierre Paillardon pour créer cette école du vin, et puis petit à petit, là encore, adaptation, il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de recevoir des clients, etc., etc. Et puis petit à petit, le fait d'avoir été prof, ça vous donne une sensation de la relation avec l'autre. Et qui dit relation avec l'autre dit communication, et qui dit communication dit marketing. Donc petit à petit, je suis devenue la responsable de communication de l'ensemble des propriétés du groupe, d'autant plus que notre groupe s'est élargi puisque mon frère a créé AXA Millésime, qui est donc un ensemble de propriétés qui appartient au groupe AXA, dont Pichon-Baron, et on a géré pendant une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans, l'ensemble du groupe ensemble. En 2001, nous avons repris nos propriétés et mon frère a pris sa retraite des propriétés d'AXA Millésime. Et là, comme on avait un peu plus de temps, on a décidé de partir dans 2 directions, dont l'une était le développement de l'œnotourisme. Moi, j'ai beaucoup travaillé au sein du groupe familial pour développer cet œnotourisme parce que ça avait été une des pistes que nous avions évoquées ensemble et qui nous paraissait être l'avenir de notre viticulture et un moyen d'être plus performant dans notre partie, pour notre activité viticole. Donc c'est toujours une adaptation, si vous voulez. En 2006, mon frère, qui a 20 ans plus que moi, toujours, a passé la main à son fils, qui en avait 20 ans de moins. Et là, les choses, c'est plus compliqué parce que moi, j'étais de la ancienne génération. Et donc, petit à petit, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et quelqu'un me dit, mais pourquoi tu fais pas une formation? J'avais 53 ans, je crois. Je dis, à mon âge. Et effectivement, je me suis orientée vers l'idée de pouvoir, en même temps que je continuais mon travail, faire quelque chose qui a été une expérience extraordinaire pour moi, qui a été de faire une année ce qu'on appelle un EMBA, un Executive MBA à HEC, à Paris, 1 semaine par mois, pendant un an, un peu plus d'1 an. Et
Et là, j'avoue que j'ai redécouvert le monde. J'ai redécouvert d'abord, on était 43, j'étais la plus âgée de la promo, mais donc j'avais beaucoup de jeunes, ça m'a beaucoup boosté. Et puis aussi beaucoup de nationalités, beaucoup de gens différents, de métiers différents. Et ça m'a beaucoup aidé à comprendre qu'il n'y avait qu'une seule chose qui comptait, peu importe ce que vous apprenez, peu importe ce que vous savez, ce que vous savez faire, etc., c'est qu'il fallait saisir des opportunités. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai rencontré Alain Juppé en 2008, qui m'a proposé de venir avec lui dans cette belle aventure qui est la ville de Bordeaux. Donc j'étais conseillère municipale aux côtés d'Anne Brésillon, qui était là tout à l'heure, pendant un mandat, 6 ans. Et là, à nouveau, il m'a demandé que peut faire la ville de Bordeaux pour l'ensemble du monde viticole. J'ai regroupé un certain nombre de gens. J'ai dit qu'est-ce qu'il faut faire. Et on a repris ce vieux projet qu'Alain Juppé avait porté pendant un certain nombre d'années et qui n'avait pas abouti, qui était la Cité du Vin. Donc ça, c'était une première chose. D'un autre côté, et puis on l'a mené, alors on a réussi à recruter Philippe Massol, qui a été quand même le grand artisan et qui l'est toujours de la Cité du Vin, qui a conçu, inventé, créé, réalisé la Cité du Vin, et avec son équipe. Et puis ça a été pour moi une magnifique aventure. Et puis ensuite, d'un autre côté, il se trouve que j'avais beaucoup travaillé avec Patrick Marotto, qui était l'ancien président de l'Union des Grands Crus. Vous savez, l'Union des Grands Crus, c'est cette association qui regroupe 135 crus. Et ces 135 crus ont décidé de mettre des moyens ensemble pour parcourir le monde et assurer la promotion de leurs crus. Donc, ils font des très grandes dégustations auprès des professionnels et des particuliers. Ils voyagent énormément. C'est une force extrêmement efficace pour Bordeaux qui entraîne le reste de la filière et qui permet d'ouvrir de nouveaux marchés, etc., etc. Et donc, ce que je voulais dire, c'était que j'ai saisi ces deux opportunités et j'en ai été très heureuse. Pourquoi j'ai pu le faire? Pour deux raisons. La première, la politique. Vous l'avez dit, madame, en politique, il y a des combats qui sont menés par les femmes, et d'ailleurs, nous vous remercions toutes de tout ce que vous faites, ce combat-là. Mais moi, c'était pas mon combat. Moi, mais en politique, on a la chance enfin, il y a la parité. Donc, vous devez avoir un homme et une femme sur une même liste, autant d'hommes que de femmes. Or, il y a beaucoup de moins de femmes qui postulent. Donc, c'est simple, faites le calcul, vous avez beaucoup d'opportunités. Deuxièmement, pour ce qui est des postes un peu, des mandats et des postes privilégiés, il faut savoir que pour beaucoup d'hommes qui ont été des très grands, des hommes qui ont beaucoup porté leur profession, qui ont été très brillants, etc., le fait de pouvoir passer la main à une femme, c'est toujours très valorisant. C'est-à-dire, je suis désolée, mais c'est souvent le cas parce que, pour deux raisons. La première, c'est qu'une femme ne sera pas directement comparable à ce qui a été fait. C'est un peu vrai. Et deuxièmement, parce que souvent, les hommes se disent, eh bien, ça sera plus facile, je vais continuer à discuter avec elle, surtout que nous avions travaillé avec Patrick Marotto ensemble pendant très longtemps, je vais continuer à discuter avec elle, je sais que je m'entends bien avec elle, et donc, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Parce que c'est quand même souvent la nature de certains hommes, en tout cas, c'est de pouvoir montrer qu'ils sont plus forts que le voisin. Et c'est rarement le fait d'une femme. Donc voilà, donc deux opportunités qui pour moi ont été fondamentales et qui m'ont permis de m'épanouir complètement dans les futures activités que j'ai eues. Après, j'ai d'autres choses, j'ai repris le chapeau fin parce que votre château, donc dans les Saint-Émilion, qui a aussi une histoire puisque quelque part, ce château appartenu à deux femmes aussi, à deux sœurs. Oui. Et là, je vois quelque part comme un symbolisme quelque part, hein. Voilà, un passage. C'est une belle histoire, mais voilà. C'est une belle histoire pour le marketing. Moi, ça m'est égal que l'ancien propriétaire soit. Vous n'avez pas fait exprès. Entre nous, je suis ravie. Les sœurs Ondé étaient formidables. Oh, oui. Mais je voudrais quand même juste avant de finir vous dire que je pense que les choses évoluent considérablement. Deux choses. Les choses évoluent considérablement. Un, parce que j'étais récemment à une soirée à Paris, 200 personnes. Une jeune femme qui est c'était dans le cadre d'un club et l'intervieweur était quelqu'un qui était un intervieweur très punchy et il a interviewé cette jeune femme qui avait 35 ans et il lui a dit vous êtes une femme formidable, vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez été en Australie, vous avez géré la partie financière de vos groupes, etc. Et puis vous revenez en France et puis vous dites vous
vous rentrez dans une boîte, et là, pareil, vous êtes très bonne, et puis tout d'un coup, plouf, votre carrière s'arrête, qu'est-ce qui se passe, etc. Et là, vous avez un problème. Oui. Vous avez un problème avec votre directeur. Oui. Et lui qui a envie de faire un bon mot, vous savez, il dit oui, alors qu'est-ce qui se passe, etc. Eh bien, je me fais harceler, d'accord, etc. Et l'autre, il finit par dire bah dites donc, quand même, et on peut savoir le nom de ce monsieur? Et la fille dit, c'est monsieur machin. 200 personnes. Et ça, aujourd'hui, pour moi, on peut être optimiste à cause de ça. Une jeune femme de 35 ans est capable aujourd'hui de dire, monsieur machin m'a harcelé, etc. Et ça n'aurait pas existé avant qu'il y ait toutes ces histoires avec Harvey Weinstein, etc. Alors après, je crois qu'elle l'a regretté, etc. On peut dire ce qu'on veut, mais grâce à des gens comme ça, et c'est pour ça que je reviens à votre question, madame, que faisons-nous pour faire avancer les choses? Je pense qu'il faut savoir saisir des opportunités et ne pas avoir peur de dire des choses vraies. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, de tout ce que j'ai entendu ce matin, je pense qu'il faut retenir le message suivant, mais qui n'engage que moi. Mesdames, il ne faut pas aller là où on vous attend, il faut aller là où vous voulez aller. Déjà, c'est la première chose. Alors, comme l'a dit Eva, je suis originaire de la Guadeloupe. Je viens d'un milieu ouvrier. Je le dis parce que c'est important aussi que des jeunes, et pas que des jeunes d'ailleurs, que les gens sachent qu'on peut devenir avocat sans avoir été fille de maître. Je suis je suis, on va dire, originaire de la campagne guadeloupéenne, et en 93, puisque je suis née en 80, donc j'avais 13 ans, j'ai décidé de devenir avocat. J'étais concrètement la première de ma famille à porter des ambitions, je dirais, professionnelles, qualifiées à l'époque d'aussi hautes. Et mes parents, et je ne remercierai jamais assez mes parents, qui n'ont pas fait des études, ils m'ont dit, écoute, si tu travailles, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Avec le travail, on obtient tout. Il est vrai que durant mon parcours, il y a des gens qui m'ont dit, mais attends, qui m'ont rigolé au nez, mais attends, tes parents ne sont pas avocats, tu n'es pas du milieu, tu ne vas pas y arriver. Comme on dit chez moi aux Antilles, laisse parler les gens. Moi, j'avais mon objectif en tête, j'écoutais plus personne, moi je savais que je voulais devenir avocat, donc depuis 93, ça n'a jamais varié depuis. J'ai eu mon bac, ensuite je rentre à la fac des Antilles de la Guyane en Guadeloupe, et pendant 3 ans, donc, j'ai eu ma licence. À l'époque, on disait licence. Donc, j'ai eu donc bac plus 3 en Guadeloupe. Et j'arrive en 2001 à Bordeaux, en septembre 2001. Et là, waouh, le froid. Alors, mais j'ai survécu, je suis encore là. Donc, j'ai terminé donc mes études à Bordeaux 4. J'ai passé ensuite l'avocature. J'ai eu mon examen d'avocat en 2005. Et là, je vous avoue, puisque pour ceux qui me connaissent un peu, et même vous qui ne me connaissez pas, je vous le dis, je n'ai pas la langue de bois, je dis ce que je pense. Vous le voyez, je suis jeune, je suis femme. Alors déjà, pour beaucoup, être femme, c'est un handicap. Imaginez une femme de la diversité. Alors, soyons très clairs. Je me plais à dire que je suis bien dans ma peau au sens propre ou au sens figuré du terme. Mais que voulez-vous? Il y a des préjugés et j'étais estomaquée, je dis bien estomaquée, de rencontrer, pendant ma parcours professionnel et pas que, des stéréotypes. Donc, nous sommes en 2005, je suis diplômée, je suis jeune avocat, je suis tout content, j'ai bien pleuré, mes parents sont contents, elle a réussi son objectif professionnel, sauf que c'était le début, on va dire, début d'une prise de conscience de certaines réalités. Alors, je cherche ce qu'on appelle une collaboration, c'est-à-dire je cherche à travailler dans un cabinet d'avocats. Je cherche comme tout le monde, soyons très clairs, je ne suis pas dans des idées victimaires, je cherche comme tous les copains de promo, je cherche, j'envoie des CV, etc. Un jour, il y a un confrère qui m'interpelle, je vous remercie d'ailleurs, il me dit, Dominique, attends, tu sais que quand tu passes les entretiens, il faut tout de suite dire que tu es française. Pourquoi? Tu comprends, oui, je suis noire, et parce qu'à l'époque, j'étais étudiante, donc je portais des gros stress, et j'étais très typée, on va dire, africaine. Il dit, tu sais, quand on te voit, on pense à une Sénégalaise. Très bien, et alors, tu comprends, qui dit Afrique dit diplôme arabais. Donc, si tu ne dis pas tout de suite que tu es antillaise, on pense que tu viens d'ailleurs et on pense que tu n'as pas les diplômes qu'il faut, ou tout du moins si tu les as achetés, donc ça va être compliqué pour toi de trouver une collaboration. Ah bon? J'ai persévéré.
J'ai trouvé une première collaboration, ensuite une deuxième. Et je me suis dit, pourquoi avoir un grand chez les autres? Je préfère avoir un petit chez moi. Je me suis installée donc le 1er septembre 2007 à Lormont. Et là, pareil, Dominique, tu vis de ton métier. Dominique, tu as des clients. Dominique, tu es sûre que tu vas y arriver? Tu es courageuse, Dominique. Je m'en moquais. Moi, j'avais toujours mon objectif. Je me dis, il n'y a pas de raison. Si je travaille, de toute façon, vous savez, votre meilleur pub dans cette profession, je parle naturellement sous le regard de Anne Kadioufet. La meilleure pub de votre profession, c'est votre clientèle. Je dis, il n'y a pas de raison. Si je travaille, si les clients sont contents, s'ils sont satisfaits, donc les clients m'ont parlé de moi, il n'y a pas de raison que ma clientèle ne se développe pas. Et ma clientèle s'est développée. Pendant 10 ans, je suis restée à Lormont, donc jusqu'à décembre 2017. Et dans un objectif toujours d'évoluer dans ma carrière professionnelle, maintenant je suis installée à titre principal sur les boulevards à côté de la cité administrative et je suis à Lormont à titre secondaire. Alors, pour revenir à ce que Irène demandait, que faisons-nous? Alors, vous savez, je pense qu'il y a des actions toutes simples qui peuvent être menées. En tout cas, pour moi, la jeune femme noire que je suis, pas black, noire, ce n'est pas une insulte que de dire noire. Moi, je prends très régulièrement, alors je prends tout le monde en stage, soyons très clairs, mais je prends très régulièrement des collégiens, des lycéens noirs, maghrébins, parce qu'ils arrivent et eux-mêmes, ils sont dans ces préjugés en disant, mais bon, je suis étudiant en droit, mais je ne vais pas pouvoir arriver, je ne vais pas pouvoir devenir avocat. Et je leur dis, c'est possible. Et je suis tout à fait d'accord avec Anne, il faut oser. Il ne faut pas vous laisser abattre par les préjugés, il faut combattre. Et malgré, je dirais, ma force combative, soyons très clairs, hein, je ne suis pas parfaite, heureusement, sinon je ne serais pas de ce monde, mais moi-même, je suis rattrapée par des préjugés. Alors, très récemment, il y a un procureur de la République qui me voit par les justices, qui vient me saluer et qui me dit « Comment allez-vous, madame la bâtonnière ?» Je dis « Monsieur le procureur, quelle idée? Me voyons, je ne serai jamais bâtonnière. » Il me dit « Et pourquoi pas ?» Vous voyez? Donc, pour répondre à ce que tu viens de dire, voilà, il faut, j'insiste, il faut oser. Pour nous autres issus de la diversité, soyons très clairs, je n'aime pas ce mot, mais comme voulez-vous, c'est l'expression consacrée. Il faut se battre, il ne faut pas se laisser abattre et se dire que tout est possible. Donc, pourquoi pas, peut-être, dans quelques années, une bâtonnière noire au barreau de Bordeaux. Je pense que dans la vie, et je serai très bref parce que je suis bavarde, mais ça c'est les avocats, je pense que dans la vie, on a tous comme ça en rencontre sur notre parcours des étoiles. Et moi, ma première étoile filante, ascendante, a été le club soroptimiste de Guadeloupe, puisque concrètement, je le dis aussi, j'allais passer mon bac et mes parents se posaient de la question, mais comment on va faire? On n'a pas les moyens d'envoyer à la fac, c'est compliqué, c'est à 30 km, parce que moi je suis originaire de la ville de Port-Louis, et la fac c'est à Pointe-à-Pitre. Je dis comment on va faire? Lui payer une chambre, on n'a pas les moyens. Et j'ai eu cette étoile, le club soroptimiste, qui en 98, ils se sont présentés, ils ont sélectionné mon lycée, et ils ont demandé au CPE, donc au conseiller principal d'éducation, donc du lycée, de sélectionner 4 jeunes filles dans chaque filière. Et moi, j'étais dans la filière scientifique, oui, parce que j'ai eu un parcours scientifique. Pas parce que, au contraire, je suis littéraire à la base, mais à l'époque, on m'a dit, oh, ça, tu sais, les meilleurs sont en S, et tous mes profs se sont rebellés, ils sont allés voir mes parents en disant, non, non, elle fait pas littéraire, il faut absolument qu'elle soit en S. Bon. Après, je me suis dit, bon, tout ça, ça a été une bêtise, mais bon, c'est fait, je ne regrette rien, la vie est ainsi faite. Donc, il y a 4 jeunes femmes qui ont été sélectionnées, et moi, j'ai été sélectionnée donc, pour la filière scientifique. Ce sont les femmes du club soroptimiste de Guadeloupe qui nous ont fait passer un entretien, nous ont posé des questions de culture générale, etc. Et naturellement, la condition sine qua non était d'avoir le bac. Et après le bac, j'ai été appelée, on m'a dit, voilà, mademoiselle B, c'est vous qui remportez cette année le prix du club soroptimiste de Guadeloupe. Et j'ai eu le prix de 8 000 francs, ce qui m'a permis d'entamer mes études. Donc, merci le club soroptimiste. Voilà. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Liliov. Donc, comme vous l'avez dit, voilà, je suis docteur en sciences biologie humaine. Donc, mon parcours, tout d'abord, pour revenir un petit peu
sur tous les débats. Effectivement, donc moi j'ai un grand frère. On a été élevés tous les deux de la même manière, que ce soit fille ou garçon. Il n'y a pas eu de différence du tout. J'ai toujours évolué avec mon frère et on est très complices tous les deux justement. Il n'y a jamais eu de différence. Lui ne souhaitait pas spécialement faire de grandes études. C'était pas du tout son trip. C'était plus le mien. Et voilà. Donc mes parents m'ont toujours poussé dans cette voie également et j'ai choisi cette voie-là par pure conviction personnelle, par envie de la biologie et l'amour de la science et pas pour le côté parce qu'il faut y aller, parce qu'on est une femme, etc. Pas du tout. Je suis également d'accord sur le fait que le concubinage détermine beaucoup aussi notre carrière. J'ai rencontré mon mari à 16 ans et je suis toujours mariée avec à l'heure qu'il est et il m'a énormément aidée et soutenue sur ce côté-là parce que effectivement à une période lui aurait aimé reprendre ses études et ne l'a pas fait et il est technicien d'ascenseur, il est ascensoriste et il est resté dans son métier pour me permettre de réaliser ma thèse et aller dans tout ce que je voulais faire et a soutenu mon rêve comme mes parents, mon frère et ma famille. Et voilà, donc j'ai fait toutes mes études à Bordeaux, mon doctorat. Et effectivement, dans ce doctorat, j'ai travaillé sur les marqueurs potentiels du cancer. Et à la suite de cette thèse, une cellule de transfert a été créée avec mon directeur de thèse. Et ceci a permis le transfert donc, des connaissances et du savoir-faire de ma thèse vers l'industrie, donc pharmaceutique, agroalimentaire ou cosmétique. Et j'ai donc travaillé et été la manager et la responsable opérationnelle de cette cellule pendant 3 ans. J'ai décidé l'année dernière de quitter mon travail parce que l'ambiance avec mon directeur de thèse, qui était maintenant donc le responsable scientifique de la cellule de transfert, ne s'est pas bien passé du tout. Il n'a pas accepté que l'élève devienne le maître quelque part et que je décide à sa place. Ce qui était mon rôle, mais il ne l'a pas accepté. Après de nombreuses remises en question de ma part, parce qu'il a quand même été difficile de renier quelque part mon mentor et de décider de partir. Et ma famille et mon mari m'ont dit tu vaux mieux que ça et tu as le droit de penser par toi-même et de mener ta barque sans avoir de compte à rendre. Donc j'ai décidé effectivement de démissionner à partir de là. Ma collègue qui était aussi avec moi, qui était la technicienne de la cellule, est partie également à ce moment-là. Et donc nous sommes plus de 6 mois après, la cellule de transfert ne fonctionne toujours pas. Voilà, parce que bien sûr, mon directeur devait tout révolutionner. Il n'a rien révolutionné du tout, bien évidemment. Et donc, je suis maintenant consultante scientifique. J'ai retrouvé un autre travail où je monte donc un laboratoire au service des startups de la Technopole de Bordeaux-Montesquieu. Voilà, donc comme consultante scientifique. Et et c'est un boulot que je vais commencer là le mois prochain et qui est très intéressant et où effectivement on écoute ce que j'ai à dire et où l'interaction est effectivement très intéressante de pouvoir développer ce genre de choses.